Bonjour à tous, ici Kit Charlemagne, Alexandre. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas vraiment une vidéo. Ça va être une des particularités. On va commencer direct par du concret, voire du très trivial. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens d'avoir un petit incident avec mon appareil photo. C'est la deuxième fois que ça se produit en 3-4 ans. Je l'ai fait tomber. C'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe. Par mégarde évidemment, voilà, il y a une petite chute à cause du trépied, etc. Je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, mon appareil photo avec lequel je tourne mes vidéos depuis le tout départ de la chaîne, au passage, hein, est hors service. Voilà, il faut que je le fasse réparer, ce qui risque d'être assez coûteux. Et donc, bah, là, je suis un peu pris au dépourvu, parce que j'étais en train d'enregistrer cette série de vidéos que je poste depuis quelques temps. Et bah voilà, j'étais censé enchaîner sur celle-ci, sur la suite, qui est la suite d'une précédente, hein. Là, en fait, on se retrouve pour la partie 2 de Faut-il lire. Eh bien voilà, je ne peux pas le faire en vidéo comme prévu. Je suis obligé de le faire en mode podcast, en absence de caméra décente. Voilà, donc désolé pour la gêne occasionnée. Je ne m'attarde pas davantage dans cette introduction peu glamour. Et on enchaîne immédiatement sur le sujet. Alors donc je rappelle que cette vidéo c'est la suite directe donc d'une première partie qui s'appelait déjà Faut-il lire avec précision pourquoi non. Là ce sera le pourquoi oui, mais du coup il est important de connaître la première vidéo, enfin en tout cas idéalement parce que je donne en fait un premier avis sur le sujet qui me fait un peu office d'introduction pour cet avis-ci, en fait qui sert un peu de pré-nuance. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, pour le coup elle c'est une vraie vidéo. Et dans ce cas, on peut enchaîner sur la suite. Alors, de façon revendiquée comme paradoxale, hein, donc contre la doxa, dans la première vidéo, pour résumer, j'expliquais pourquoi non, il ne faut pas lire. Hein, c'est le verbe falloir qui pose problème. Le côté un peu impératif de la chose ne correspond pas avec la démarche qui est censée être la lecture. Et pour toute démarche, comme je le disais, artistique. Hein, voilà. Donc il ne faut pas lire pour lire, il ne faut pas voir des films pour voir des films, on va vers les choses parce que ça nous intéresse. Et donc, était un peu en filigrane du coup dans ce propos-là, et qui prépare un peu le propos de cette vidéo aussi, l'idée que les personnes qui n'aiment pas lire ont rarement en réalité un véritable désintérêt absolu pour l'activité de la lecture en elle-même, parce qu'ils se focalisent sur l'activité de la lecture parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce qu'ils lisent. Mais si vous vous intéressez vraiment à ce que vous lisez, vous ne faites plus attention que vous êtes en train de lire, vous êtes juste passionné par le sujet, et vous n'avez qu'une idée fixe, c'est obtenir les informations que vous cherchez, ou l'histoire que vous voulez avoir. Et donc, j'expliquais en quoi je pense que les gens qui en fait n'aiment pas lire, cela peut dénoter un manque de curiosité. Alors, vous allez me dire, mais non, il y a plein de façons d'être curieux, mais non, moi, la curiosité, je la satisfais par des vidéos, par d'autres formats, d'autres médias, ça ne veut rien dire. Oui et non. Bien sûr qu'il y a d'autres façons d'accéder aux informations, avec aujourd'hui Internet, tout ça, et puis les vidéos, c'est vrai. Mais à un moment donné, dans la vie, tout sujet quasiment, on est obligé de passer par l'écrit pour le creuser en profondeur. On n'a jamais rien fait de mieux que l'écrit. Et c'est là un peu que je vais en venir dans la première partie là, de cette vidéo, c'est d'insister sur le caractère unique du média littéraire dans la transmission de la connaissance et dans l'approfondissement de ces connaissances. Parce qu'on peut transmettre les connaissances de plein de façons, mais on n'a jamais rien inventé de mieux que l'écrit pour transmettre ce savoir d'une façon approfondie avec toutes les nuances que souvent cela impose. Et il est là aussi un des points forts de la lecture, hein, donc de l'écrit, c'est l'art de la nuance, qui est très compliqué à rendre aussi bien dans les autres arts. Parce que les autres arts vont un peu plus vite, ou alors ne sont pas aussi explicites, parce qu'évidemment, il n'y a, a pas le langage des mots, hein, on passe par un langage différent, plus imagé, justement l'image, la musique, tout ça. Donc, le texte a le mérite vraiment de manipuler les mots, donc vraiment l'essence même du langage, et en plus, du coup, de permettre toutes sortes de nuances, parce que ça prend le temps. On peut développer des idées très denses, très abstraites, sur de la longue durée, et ce n'est pas pour rien que la philosophie, cela s'écrit en livre essentiellement. On peut faire des vidéos de philosophie, on peut faire des films philosophiques, mais on touche à la limite, et généralement, ce n'est qu'une façon de revisiter des idées mieux explorées à l'écrit en philosophie. Le langage privilégié de la philosophie, de toutes les choses qui demandent de la réflexion, de la profondeur, c'est l'écrit. Ça, il n'y a pas de détour possible. Donc, conséquence, les personnes qui ne lisent vraiment pas du tout se coupent d'une forme de connaissance et de profondeur de la connaissance qu'il faut juste accepter, dont il faut prendre acte. Moi, je maintiens l'idée qu'il ne faut pas lire à tout prix.
Si rien ne vous intéresse, bah, on va pas vous forcer à lire, hein, si vous n'avez pas la flamme, l'étincelle pour vous passer au-dessus de ça et aller chercher des informations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aussi accepter, prendre acte que quelque part, vous êtes coupé de tout un pan de la connaissance et de tout un pan de la réflexion. Mais une fois, si on en prend acte et on est bien avec ça, il n'y a pas de souci. Après tout, on n'est pas tous censés dévorer des bouquins. Lire, ça prend du temps. C'est aussi un des aspects. Faut-il lire? C'est bien de dire, admettons qu'on dise faut lire, bah ouais, c'est bien, mais enfin bon, tu me donnes le temps où? Parce que il faut être clair, la lecture, ça prend du temps. Surtout les lectures un petit peu exigeantes, etc. Il faut un petit peu prendre son temps, savourer, éventuellement relire, tout ça. Enfin, c'est des lectures, voilà, on n'est pas dans les page turners, ce qu'on appelle les page turners, hein, qui ont pour principe de faire tourner les pages à toute vitesse. Là, on est plutôt dans le contraire, dans le fait de prendre son temps, etc. Et faut être clair, c'est très incompatible avec une vie active, aussi bien emploi, job, travail, que en plus, imaginons une vie privée très remplie. De lire, c'est très compliqué de se caler le temps de lecture nécessaire dans tout ça. C'est une activité solitaire, de solitaire. Vous savez, il y a une citation assez connue de Nietzsche. Alors lui, il en parle plutôt pour les auteurs, mais on pourrait presque dire pour le lecteur. C'est liberi aut libri. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est des enfants ou des livres. Voilà, c'est une façon un peu comme ça, radicale, absolue, puis un peu imagée, de présenter le dilemme qui s'impose quasiment en fait à la personne qui voudrait aller à fond dans la connaissance, dans les lectures, approfondir la réflexion, enfin faire de la philosophie, tout ça. Ça va prendre tellement de temps qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre faire des livres ou faire des enfants. Ce qui rappelle un petit peu le dilemme, enfin pas le dilemme, mais en tout cas la dichotomie présentée par Socrate dans le banquet de Platon, quand il explique qu'il y a ceux qui enfantent par l'âme et ceux qui enfantent par le corps, hein, en opposant les gens entre guillemets ordinaires qui vont enfanter par le corps, faire des enfants, assurer la descendance, et puis ceux qui vont être enfantés par l'âme, être des artistes, des intellectuels qui vont enfanter eux aussi, mais d'une façon différente. Cette idée que les livres sont irremplaçables pour accéder à certaines choses, elle est importante en cette époque de vulgarisation, parce qu'avec YouTube forcément, et j'y ai participé à mon très modeste niveau, vu que mes vidéos ne sont pas hyper regardées, mais la démarche de vulgarisation qui s'est répandue a laissé entendre cette idée que, en fait, il y a des gens qui allaient lire les livres à la place des autres, parce qu'eux, ils aiment bien, ça les passionne, ils ont pris le temps. Et puis, que ceux qui n'aiment pas lire, en fait, allaient pouvoir accéder à l'information juste en regardant une vidéo. Qu'en gros, on pouvait... certains vont prétendre que eux, il leur a fallu, en gros, faut bien 15 jours, un mois pour lire Schopenhauer. Enfin, si on veut vraiment lire tout Schopenhauer en lecture complète toute la journée à faire que ça, il faut un bon gros mois, je pense. Eh bien, des gens vont prétendre ensuite arriver sur YouTube et dire, bon ben voilà, je vous explique Schopenhauer en 5 minutes. Alors ça, c'est le pire. Je vous explique Schopenhauer en 10 minutes. Mais vous savez quoi? Même une vidéo qui dit, je vous explique Schopenhauer en 2 heures, ce qui est déjà un peu plus convenable, bien sûr qu'on va pouvoir faire une synthèse, qu'on va pouvoir expliquer. Mais rien ne remplacera jamais le texte, en fait. Tant qu'on en a conscience, ça va. En fait, tant qu'on en a conscience, c'est l'essentiel. Il ne s'agit pas que tout le monde lise ça ou ça. On a le droit de vouloir se contenter d'avoir la version vulgarisée de quelque chose. Mais ça dénote généralement notre degré d'intérêt pour la chose. Il est là le truc. Généralement, si on est prêt à se contenter de la version vulgarisée, c'est que ça nous intéresse, mais sans plus. Parce que si vraiment ça nous intéresse, on ne va pas vouloir laisser d'intermédiaire entre nous et la connaissance. On va vouloir aller nous-mêmes à la source. Ça, c'est une preuve de curiosité, de passion réelle. C'est pas du dilettantisme ou alors de la coquetterie de connaissances pour dire « Ah, je sais, le saviez-vous, pour briller à la machine à café ou en dîner, pour se donner un genre ou pour s'occuper de façon intelligente. » Il y a vraiment une démarche personnelle, ça vous tient à cœur. Et ça, encore une fois, au bout d'un moment, la lecture deviendra incontournable pour ça. Moi, c'est pour ça que la vulgarisation, elle a ses énormes limites. Moi, je la vois plutôt comme quelque chose qui est censé donner envie à ceux qui pourraient en avoir envie, qui pourraient se découvrir une curiosité, d'aller vers le texte, vers les choses. Mais je déteste la voir comme quelque chose qui est censé remplacer la lecture du livre. Rien ne remplace la lecture de l'œuvre, mais rien, de rien, de rien. Vous pouvez me balancer toutes les meilleures vulgarisations du monde que vous voulez, rien ne remplacera la lecture de l'œuvre. Votre lecture en plus de l'œuvre. Parce qu'en fait, quand on vulgarise, en plus, le mec peut être aussi objectif qu'il le veut. Il va laisser transparaître son point de vue, sa lecture du livre. Et en fait, c'est non seulement un condensé, un résumé que vous avez, mais en plus, vous avez un parti pris. Vous avez un point de vue. Et donc, c'est biaisé, parce que vous ne pouvez pas prendre du recul sur ce qu'il dit, dire « Attends, mais non, moi je l'ai lu, je suis désolé, ce passage-là, je ne suis pas d'accord. » Et vous voyez, vous êtes complètement tributaire de ce qu'on vous raconte. Donc, on ne peut pas remplacer la lecture d'un livre. Donc là, dans ces cas-là, oui, il faut lire. Le seul moyen d'être pleinement légitime sur un sujet, d'être pleinement calé, d'avoir fait sa propre expérience, d'avoir son point de vue, il n'y a pas d'échappatoire, il faut lire. Autrement, pourquoi pas, on prend acte, on dit bah voilà, moi je ne suis pas qualifié sur ce sujet, tout ce que j'ai vu c'est un peu de vulgarisation, je me fais un peu une vague idée du sujet, je suis un peu renseigné, mais
on ne peut pas se qualifier dans ces cas-là. C'est pas grave, on n'est pas censé se qualifier sur tout, mais il faut juste du coup toujours se rappeler ça, et c'est là que la lecture est irremplaçable. Là, il n'y a que en lisant les bouquins. Et ça marche pas que pour l'essai, la philosophie, la connaissance, hein, mais même pour les romans. Moi, bon, ceux qui connaissent un petit peu la chaîne savent que j'étais souvent dépité par le succès important qu'ont rencontré quelques-unes de mes vidéos, qui étaient en fait des résumés du Père Goriot de Balzac. C'est la seule fois que j'ai fait cet exercice-là. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai fait, ça s'est présenté comme ça. Je voulais parler du livre, puis je me suis mis à le résumer. Et moi, j'étais pas content de ces vidéos déjà de base. Je les ai mises en ligne, je me dis, tant pis, c'est pour tester. Et ça a beaucoup plu, et ça a tellement plu qu'en fait, c'est mes meilleures vidéos. Enfin, c'est celles qui n'ont pas mes meilleures vidéos. Ce sont mes pires pour moi. Pour moi, ce sont mes pires vidéos. C'est celles qui ont mieux marché. Elles ont fait 50 000 vues, je crois, chacune, un truc comme ça. Enfin, dizaines de milliers de vues. Les commentaires tombaient à flot. Et les commentaires sont d'une triste éloquence. Moi, les commentaires, à chaque fois que j'en vois un, j'ai envie de me pendre. C'est à se déprimer. J'ai plusieurs fois failli supprimer ces vidéos-là. Parce que l'essentiel des commentaires, c'est ouais, merci mec, trop cool. Ah, grâce à toi, j'ai pas à lire le bouquin, trop bien. Et puis j'ai une super note grâce à toi alors que j'ai pas lu le livre. Enfin, des cancres hein, autoproclamés qui venaient se vanter, croyant peut-être me faire plaisir, d'avoir eu une très bonne note à leurs examens sur un livre qu'ils étaient très fiers de ne pas avoir lu. Et en gros, l'idée, c'est que je leur ai fait gagner quelques heures, moi, en prenant sur moi pour lire le livre, que moi j'aime beaucoup. Et c'est terrible parce qu'en fait, ce sont mes vidéos les moins intellectuelles. C'est les moins intellectuelles, puisque là, je proposais même pas, à part dans l'introduction que j'aime bien, l'introduction, mais comme par hasard, la moins vue de toutes les vidéos, hein, comme par hasard, l'introduction de la comédie humaine. Mais les résumés sont des vidéos complètement nazes en fait. Hein, c'est de la paraphrase, hein, c'est du résumé. Et donc, c'est affligeant parce qu'intellectuellement, ça ne vaut rien. Je propose aucune analyse, je propose aucun approfondissement. Mais voilà, ils étaient contents, ils avaient leur résumé, et donc en gros ce qu'ils voulaient c'était ne pas lire le bouquin. Ils voulaient avoir le contenu du livre sans lire le livre. Mais mauvaise nouvelle pour eux, ils n'ont toujours pas le contenu du livre, et ils ne l'auront jamais tant qu'ils ne l'auront pas lu. Il n'y a qu'un seul moyen d'avoir le contenu du Père Goriot, c'est lire le Père Goriot. Il n'y a qu'un seul moyen d'avoir le contenu de Nietzsche, c'est lire Nietzsche. Il n'y a qu'un seul moyen d'avoir le contenu de n'importe quel roman, n'importe quel essai, n'importe quelle œuvre écrite, c'est de la lire. Autrement, vous n'avez qu'une espèce de vague aperçu, de vulgarisation avec un point de vue imposé, et vous n'avez pas accès réellement au livre. Alors encore une fois, pourquoi pas, mais il faut juste, du coup, s'en souvenir en fait. Ces gens-là ne connaissent toujours pas le Père Goriot. Ils ont connaissance d'une vague intrigue, qui est clairement loin d'être le meilleur aspect du livre, et de toute façon, ils ne voulaient qu'une chose, c'était avoir leur note, et leur note en ne foutant rien. Et malheureusement, moi, je leur ai proposé cet outil pour ne rien foutre et avoir quand même leur note. Donc j'avoue que plusieurs fois, j'ai failli m'étrangler en fait, hein, en lisant des commentaires, c'était très difficile pour moi avec cette vidéo-là. Et voilà, et en fait, ça dit bien ce que ça dit sur la vulgarisation, l'état de la vulgarisation, sur comment ça fonctionne. Les gens sont paresseux, ont la flemme de lire, et le seul moyen de surpasser cette flemme serait qu'ils aient un réel intérêt pour les choses. Et ils n'en ont pas. Alors bien sûr, on est obligé d'avoir un intérêt pour les romans classiques du 19e siècle, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est général en fait. Les gens, comment voulez-vous qu'ils aient envie de prendre du temps pour faire les choses s'ils n'ont pas d'intérêt de base pour la chose, pas de curiosité. Donc en fait, pour moi, ce que ça trahit, c'est un manque de curiosité. Et ce manque de curiosité entraîne donc des lacunes de lecture, et ces lacunes de lecture entraînent des lacunes d'ordre intellectuel ou d'ordre de connaissance, mais aussi psychologique et humaine. Et c'est là qu'on peut aller vers le deuxième aspect, hein, de faut-il lire, pourquoi oui. Là encore, rien ne peut remplacer la lecture en matière de sciences humaines. Bien sûr, encore une fois, plein d'arts peuvent véhiculer des émotions et des choses profondes. Le cinéma le fait très bien, il y a de très belles choses en cinéma. Moi, il y a des films même que je qualifie de littéraires, hein. Des films, je trouve, qui ont une aura littéraire, qui sont plus littéraires que beaucoup de livres. Donc il y a moi, je respecte beaucoup le cinéma, il y a de très belles choses. On peut aussi apprendre par un jeu vidéo, on peut... Enfin, apprendre, c'est pas au sens apprendre sur les scolaires, genre apprendre des dates, etc. Là, je parle en fait de grandir intellectuellement, psychologiquement. C'est vraiment ce côté ressentir des émotions, être confronté à des situations qui posent question, qui passionnent, qui font réfléchir, qui vous font voir d'autres choses et qui vous font entrer dans d'autres points de vue. Et c'est là que la littérature sera toujours la plus forte, nous faire entrer dans le point de vue de quelqu'un d'autre, dans la subjectivité de quelqu'un d'autre. On est très coincé dans sa subjectivité dans la vie, c'est très compliqué de se mettre à la place des autres, de savoir ce que pensent les autres, comment ressentent les autres. Et il y a un art qui est magnifique pour explorer la subjectivité d'autrui, c'est la littérature. Cette capacité qu'ont les écrivains depuis toujours de créer des subjectivités par la fiction, dans lesquels on peut entrer et voir le monde avec des yeux différents et ressentir de façon différente. Voir, dans l'autre sens, ça peut être très agréable, moi c'est ce que je préfère personnellement. Au contraire, rencontrer des héros, dire oh, mais c'est fou, mais c'est trop moi, mais c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je ressens, mais c'est mes valeurs, etc. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi ça m'arrive beaucoup et c'est toujours un soulagement inouï. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime le plus lire. J'ai souvent une sensation
d'être en décalage dans la vraie vie, d'être à côté de la plaque, de pas, je sais pas, d'être en décalage avec mes valeurs, les valeurs du monde et tout. Et j'ai toujours l'impression de passer pour le gars, voilà, à la ramasse, un peu fou, un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est délicieux cette sensation soudain quand j'ouvre certains livres, de sentir tout d'un coup comme si la Terre se mettait enfin à tourner dans le bon sens, enfin tourner à l'endroit. Enfin, je nage plus contre le courant, enfin les choses vont dans mon sens, je retrouve les valeurs, moi, qui me parlent, les comportements qui me parlent, la façon d'aimer qui me parle, la façon de sentir qui me parle, des choses qui sont moi en fait. Et c'est magnifique d'avoir comme ça dans la littérature des traces que cette façon de sentir, de penser, ces valeurs, eh bien, ont existé chez d'autres individus à d'autres époques, et qu'elles ont été décrites dans le détail et de voir des mots posés sur ses propres émotions, ses propres idées. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime lire. J'aime beaucoup certains textes. Mais au-delà de ça, même quand les héros sont différents de nous, quand les penseurs sont différents de nous, moi par exemple Nietzsche, c'est un peu mon némésis, hein, philosophiquement, bah même là c'est intéressant parce que ça nous force à aller dans la subjectivité d'autrui, ce que très peu d'arts peuvent rendre en fait aussi bien que l'écrit. Grâce à l'art des mots, de la description psychologique, tout ça, c'est la littérature, l'écrit, c'est le grand art pour faire de la psychologie, pour décrire des sentiments, pour entrer dans le détail des émotions, mettre des mots sur les choses, etc. Ça, c'est irremplaçable. Jamais, 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 même le meilleur film, même la meilleure vidéo pour le coup, ne pourra remplacer ça. Il y a beaucoup de domaines où chaque art est supérieur aux autres, hein, chaque art a sa spécialité, mais là, où la littérature est imbattable, où l'écrit est imbattable, c'est là-dedans. Et donc, les personnes qui sont coupées de l'écrit passent à côté de ça. Encore une fois, on en prend acte, pourquoi pas. Mais il faut juste qu'ils en aient conscience et qu'on mesure en fait le manque à gagner que c'est sur le plan psychologique, sur le plan humain. La littérature, malheureusement, à cause de la façon dont elle est enseignée, est beaucoup réduite à une espèce d'engin de torture qui sert à étudier des figures de style, de la stylistique, du français. C'est l'aspect le moins intéressant et complètement naze de la littérature. On s'en fout de ça, on s'en fout. Bien sûr qu'il faut apprendre à lire, à écrire, à connaître sa langue. Mais une fois qu'on a fait ça, tout l'intérêt des textes, il est l'humain, c'est l'humain. La littérature fait partie des sciences humaines. Les sciences humaines, l'humain. C'est dans la littérature, dans la philosophie, qu'on va être confronté à des notions qui nous concernent tous. L'amour, l'amitié, la vérité, la justice, la solitude, la mélancolie, le deuil, la vengeance, la jalousie, tout ça. Enfin, tout ça, c'est présent dans la littérature, c'est exploré, c'est décrit, c'est mis en scène, et en philosophie aussi. Et même les meilleurs films ne vont pas aussi loin dans la description, dans la menue description de ces émotions et de ces aspects humains. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Seuls ceux qui ont lu ont accès aux plus belles descriptions, aux plus fines, aux plus éclairantes, plus passionnantes jamais faites sur ces émotions-là. Et donc, les gens qui n'ont pas lu n'y auront jamais accès. Et ont un manque à gagner intellectuel et humain qui, je peux vous le dire, se remarque. Je remarque assez facilement les gens qui n'ont pas lu. Ou plutôt, parce que comme la majorité des gens n'ont pas beaucoup lu ou ne lisent pas, de nos jours, on repère assez facilement les gens qui ont lu. Qui ont lu et de la bonne littérature et de la bonne philosophie, et qui en ont tiré quelque chose et s'en souviennent. Parce qu'il y a aussi les spécialistes de joli, 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 parce que ça fait joli sur le CV littéraire, mais on a l'impression que ces lectures-là leur sont passées au-dessus, on a l'impression qu'ils n'en ont rien retenu, ça ne ressurgit pas dans leur langage, dans leur façon de penser, il n'y a aucune trace de ça, c'est assez perturbant. Mais on repère les gens qui ont lu, on les sent. Et on remarque leur finesse psychologique et surtout leur ouverture d'esprit. Parce que c'est là que la littérature était la plus forte, l'ouverture d'esprit. On voit qu'ils ont été entraînés, exercés, confrontés à des émotions, à des situations, à des façons de penser qui sont typiquement celles très complexes, parfois tortueuses, voire immorales, décrites dans les textes que seuls les textes savent explorer, parce que le cinéma est un art très consensuel, il ne faut pas choquer, il faut qu'à la fin le couple finisse ensemble. Il y a quelques films à contre-courant, évidemment, et j'en connais plein et j'aime beaucoup. Mais là, encore une fois, la littérature est imbattable. On voit des trucs dans la littérature, des trucs de fou, des émotions, des façons de penser qu'on ne voit nulle part ailleurs. Parce que c'est un art qui est tellement pas lu qu'on peut se permettre beaucoup de choses, en fait. Les gens, comme ils lisent pas, ils risquent pas de se choquer de ce qu'ils n'ont pas lu. Donc on peut mettre beaucoup de choses, on est très libre et on explore des choses absolument incroyables. On voit des situations dans la littérature qui forcément nous laissent pas indifférents et nous marquent et font qu'on va moins tomber des nues dans la réalité quand on retrouve ces situations-là. Voire même ça va, ah mais oui, c'est comme dans tel livre, c'est comme dans tel livre, et ça va être autant d'expérience. Il y a souvent un truc qui revient à propos de la lecture, hein, chez les grands lecteurs, hein, ils disent « grâce au livre, j'ai vécu 10 000 vies ». C'est un peu naïf, hein, mais c'est assez vrai au fond. Plus vous avez lu de livres, plus vous avez comme vécu d'autres vies, parce que vous êtes passé par la subjectivité d'autrui, et vous avez dû aller tellement en profondeur sur les choses que vous avez fait des voyages que vous n'avez pas fait dans la réalité, vous avez vécu des amours que vous n'avez pas vécu dans la réalité, etc., etc. Et en fait, c'est une espèce de cumul d'expériences. C'est une façon en fait d'accumuler des vies, en plus de la vôtre,
Et on a très peu l'occasion de faire ça. On ne peut pas vivre 10 000 vies, on est obligé de faire des choix, de choisir une vie. Et ça, c'est notre chance d'explorer d'autres vies, d'autres points de vue, d'autres situations. Et on ne peut pas être un grand naïf, on ne peut pas être un grand coincé, on ne peut pas être complètement étroit d'esprit quand on a beaucoup lu. Bien sûr, ça peut exister, hein. D'ailleurs, on peut toujours discuter, on pourrait faire une autre vidéo sur pourquoi les écrivains sont parfois des gens réactionnaires, etc. Mais en tout cas, voilà, les gens qui lisent, ça se remarque, et les gens qui n'ont pas lu, ça peut se remarquer aussi. Alors c'est marrant parce qu'à l'instant je parlais d'expérience. Je faisais par exemple allusion à des voyages, à des amours, etc. Enfin des expériences très concrètes en fait, hein, des choses qui se vivent normalement, hein, qui ne se lisent pas, qui se vivent. L'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas voilà, c'est plutôt lié au concret. Et c'est ce dont il va s'agir en fait dans la seconde partie de cet exposé sur pourquoi il faut lire, sur cette bonne vieille guéguerre qui fait rage depuis quasiment toujours entre la lecture et l'expérience en fait, la connaissance et l'expérience. Dans une série que j'adore, qui est une des plus intelligentes et aussi les plus drôles, et c'est quand même fort, le mélange des deux, qui ait jamais été conçu, qui est Malcolm, hein, qui parle justement d'un surdoué, eh bien, il y a cette scène extraordinaire, parmi tant d'autres, où Malcolm est confronté à sa grand-mère, hein, qui est une espèce de personnage absolument monstrueux, absolument infâme, en fait qui le traite de lâche et puis qui se jette dans dans une grande tirade en disant il est toujours le nez dans ses bouquins là, toujours en train de potasser, d'étudier, il est dans le monde des livres là, alors que nous on a de l'expérience nous. Quoi? Tu as peur de l'épreuve suivante parce que ce qu'elle teste c'est l'intelligence et tu as peur de découvrir qui est réellement le plus malin de tous dans cette famille. Il passe son temps le nez dans ses bouquins à se gaver d'informations. Il n'a pas ce que nous avons. On sait ce qu'est la vie, nous on a de l'expérience. Tiens donc, bah voyons, n'importe quel idiot qui veut justifier son comportement de crétin se réfugie derrière l'expérience. Laisse-moi te dire une bonne chose, ou on est intelligent ou on ne l'est pas. Se vanter de son expérience signifie juste qu'on va faire ce qu'aucune personne sensible et civilisée n'aurait la décence de faire. Et ce n'est pas un signe d'intelligence. Et donc vous voyez, elle crée ce clivage caractéristique, stéréotypé entre, en gros, d'un côté les gens qui liraient, qui seraient coupés du monde, de la réalité, hein, bien sûr, hein, et puis les gens qui ne lisant pas, non seulement en fait défendent leur attitude, mais en plus même n'hésitent pas à se revendiquer supérieurs, hein, à dénigrer ceux qui étudient, qui lisent, etc. Et eux à se revendiquer supérieurs parce que eux, ils ont l'expérience. Donc sous-entendu, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, je vaudrais toujours mieux que toi, et je saurais toujours mieux que toi parce que moi j'ai l'expérience de la vie. On connaît ça, hein. Moi, au passage, je vous le dis, j'ai vécu ça une bonne partie de ma vie, de mon adolescence. Alors pas avec ma famille directe, hein, parce que moi j'ai toujours été plutôt encouragé à lire, et ça a toujours été bien perçu par mes plus proches, par ma mère, etc. Mais dès que je m'écartais un petit peu de mon cercle familial très restreint, et qu'on allait du côté des oncles, des tantes, des cousins, enfin tous ces odieux personnages-là que j'ai la joie de ne plus fréquenter, et même d'autres sortes d'individus, c'était un truc que je retrouvais tout le temps, ça. Je me faisais gentiment moquer parce que, en gros, moi j'étais le mec dans ces livres qui, du coup, forcément, était une espèce d'attardé, hein. Oui, paradoxalement, celui qui lit est un attardé, parce que lui, en gros, il connaît rien à rien, il n'a pas vécu, hein, et voilà, c'est juste un mec dans le monde de l'abstrait, de l'imaginaire. Et eux, attention, eux, c'est des gens dans la vraie vie, c'est les vrais, eux, vous voyez, hein. Donc, je pouvais avoir lu tout ce que je voulais. De toute façon, à côté de ces gens-là, je ne valais rien, hein. La moindre petite expérience, même minime, de leur part, valait forcément mieux que la plus grande connaissance que je pouvais avoir sur n'importe quel sujet. L'expérience valait autorité, voilà, c'est de l'empirisme, hein, mais vraiment, c'est voilà, le concret vaut plus que tout. Donc, on est dans cette réalité-là, hein, qui favorise l'expérience. Et donc, cette dichotomie, elle atteint des sommets, et elle est injuste dans les deux cas, et elle est complètement hors de propos, en fait. Moi, j'ai envie de trancher le nœud gordien dans l'histoire, c'est-à-dire je pourrais aller dans la facilité de dire, d'entrer dans le combat et de dire ouais bah vous trouvez que l'expérience ça vaut mieux que tout, bah moi je vais vous montrer que la lecture ça vaut mieux que tout. Mais pour moi je me montrerais aussi bête que l'ennemi entre guillemets. On tomberait dans le même clivage débile. Je pense que tout ça est hors de propos au nom de quelque chose que j'ai envie que je nomme la non-compensation des savoirs et des connaissances. Alors c'est un truc dont j'ai discuté avec Emeric Wilson du Salon 111, pour ceux qui connaissent. On fait le Salon 111 tous les deux. Et c'est des choses comme ça dont on est amené à discuter parce que c'est des choses qu'on a rencontrées plusieurs fois. On s'est plusieurs fois fait prendre de haut par des gens qui voient que bon, on a beaucoup lu, etc. Et est-ce que c'est un complexe d'infériorité de leur part, du coup c'est un réflexe défensif, ou est-ce que vraiment, sincèrement, ils ont cette horreur pour les gens qui lisent et ils en déduisent que ces gens-là sont inexpérimentés et quand même ils le seraient, pour eux cette expérience est pire que tout, hein, voilà, les met plus bas que tout.
En tout cas, on a souvent été confrontés à cette attitude-là et on en parlait, on en discutait. Et en fait, nous, on n'a même pas envie de dénigrer l'expérience. On n'a surtout pas envie de dénigrer l'expérience. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée de dire aux gens que ce qu'ils ont vécu ne vaut rien, que leurs histoires d'amour réussies ou échouées ne valent rien, que leurs expériences sexuelles ne valent rien, que leurs voyages ne valent rien. Moi, je ne tomberai pas là-dedans. Je ne vais pas dire tu n'as pas lu, tu n'as eu que de l'expérience, et nous, on a lu, toi, tu n'as que de l'expérience, donc toi, ça ne vaut rien. J'ai même pas envie d'aller là-dedans, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas le sujet du tout. Et la raison pour laquelle les gens trouvent le débat pertinent, c'est, il me semble, et il nous semble avec Émeric, parce que les gens ont l'air de penser que les savoirs se compensent. Il y a un moyen de compenser les savoirs. Vous savez, c'est comme le système LMD en université. Vous savez que vous pouvez compenser vos UE, vos unités d'enseignement, vous pouvez les compenser. Si vous n'avez pas réussi une UE, comme l'UE machin compense l'UE bidule, vous pouvez valider votre UE. Voilà, parce que donc en fait, il y aurait des compensations de savoir. Alors typiquement, les personnes qui sont très expérimentées dans la vie, alors on va prendre évidemment le sujet par exemple de l'amour et de la sexualité, les personnes qui ont eu plein d'histoires d'amour et de sexualité vont adorer vous dire que, vous faire comprendre en fait que tout ce que vous avez lu dans les bouquins à ce sujet, vous pouvez par exemple très bien connaître le sentiment amoureux dans sa... Et en plus ne pas être complètement inexpérimenté. Au passage, je vois pas, encore une fois, le lien. En quoi il faudrait d'un côté être expérimenté mais n'avoir pas du tout lu, et d'un autre côté avoir tout lu et être complètement inexpérimenté. Enfin, ça rien... Voilà, les deux peuvent aller ensemble. On peut avoir un peu d'expérience, un petit peu de connaissances. On peut avoir que des connaissances, que l'expérience si on veut. Mais voilà, déjà, c'est pas binaire, c'est pas noir ou blanc. Mais bon, en tout cas, dans les grandes lignes, caricaturalement, c'est vrai qu'il y a un peu cette opposition qui se fait. Et cette idée, voilà, que moi, j'ai peut-être pas lu, mais j'ai l'expérience et ça vaut tout autant. Voire même, ça vaut mieux. Hein. Ouais, enfin, moi, j'ai peut-être pas lu tous tes bouquins, là, mais bon, moi, j'ai voyagé, tu vois. Moi, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là. Et puis, des histoires, j'en ai eu, tout ça. Donc, tes bouquins, c'est bien sympa, mais moi, je sais ce que c'est que la vie. Donc, vous voyez, en plus, sous-entendu est très lourd. Les livres ne seraient pas la vie, et les livres ne décriraient pas la vie. Alors putain, ça fait chier pour les écrivains qui ont passé leur temps à dire qu'ils essaient d'imiter la réalité, de retranscrire ce qu'on ressentait dans la vie. On peut très bien, au contraire, opposer qu'on est au plus proche de la vie dans la littérature, puisque on a toute la vie dans la littérature. On a toutes les émotions que je décris avant, voilà, l'espoir, le désespoir, la foi, la vérité, la peur, l'amour, la jalousie. Enfin, on explore tellement de choses, et tout ça en plus décrit dans le menu détail, psychologiquement, mis en scène, tout ça. On a même plusieurs vies en même temps dans un même livre. Donc bref, on pourrait toujours rentrer dans ce débat-là. On voit bien l'idée en tout cas, bien sûr. Mais le débat est hors de propos parce que en quoi toutes les expériences que peut avoir vécues la personne peut remplacer les livres, en quoi ça remplace la lecture des livres, quelle est l'équivalence là-dedans, mais inversement, effectivement, en quoi avoir lu tous les livres qu'on veut sur l'amour, et il y en a plein qui sont passionnants et des essais, tout ça, et on peut vraiment atteindre une certaine connaissance et une maîtrise de ce sentiment sur le plan théorique, vraiment le comprendre et l'avoir ressenti tout seul, parce que le passage de l'amour, rappelons-le, c'est un sentiment qui n'a pas besoin d'autres personnes que vous-même pour être ressenti. Hein, ça, c'est une légende d'aujourd'hui. Hein, il faut la compatibilité, le couple pour avoir expérimenté l'amour, c'est faux. Pour expérimenter le couple, il faut être deux, effectivement. Pour expérimenter une relation, il faut être deux. Pour expérimenter l'amour réciproque, il faut être deux. Mais pour expérimenter l'amour, être amoureux, je suis désolé, il suffit d'une seule personne et c'est vous. Hein. Donc déjà, c'est... Voilà. Mais admettons, les livres peuvent être une forme d'expérience en soi. Donc cette histoire de compensation, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est faux, je pense. Et c'est un très mauvais angle pour approcher les choses. Et en fait, du coup, les deux camps s'opposent, se regardent en chien de faïence, se prennent de haut mutuellement, alors que ce n'est pas du tout la question. Ça n'enlève rien à vos connaissances, à vos expériences, ce que les autres ont comme connaissances et comme expérience. Ça n'enlève rien aux vôtres. Les vôtres sont intactes, les vôtres sont ce qu'elles sont. En revanche, ça ne vous donne effectivement pas ce qu'ont eu les autres, en fait. C'est tout. En fait, chacun a exploré son domaine à lui et est porteur de son domaine à lui, et point, c'est tout. Il n'y a pas de compensation. Il n'y a rien pour compenser ce que vous n'avez pas lu ou vu, mais les autres n'ont rien non plus pour compenser ce que vous avez lu ou vu et que eux n'ont pas lu et vu. Et vécu, bien sûr. Donc, c'est vraiment étrange cette idée, et elle est vraiment répandue. Hein. Moi, je la vois beaucoup parce que y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Hein. Et c'est marrant, c'est comme s'ils avaient l'intuition, soit un complexe d'infériorité, soit une intuition qu'il leur manque quelque chose, que ça la fout peut-être mal, etc. Ils surcompensent beaucoup, en fait, leur expérience ou les autres choses qu'ils ont faites comme pour compenser, justement. C'est eux qui sont en recherche de compensation. Moi, je vois assez peu de lecteurs être dans cette logique de compensation.
ils sont plus sereins, je trouve, les lecteurs. Ils vont dire, ouais, tu prends parti parce que t'aimes bien ça, que t'es un lecteur toi-même. Mais non, désolé, ce que j'ai vécu, voilà. Alors, attention, hein, on n'est jamais à l'abri de rencontrer un con. Et il y aura des lecteurs qui vont vous prendre de haut parce que vous n'avez pas lu ça, ça et ça, et qu'ils vont vous parler comme si, du fait de pas avoir lu ça, faisait de vous quelqu'un qui était passé complètement à côté de l'existence et que, en gros, le fait qu'il ait lu ça compense tout ce que vous aurez fait. Vous pouvez avoir fait les choses les plus incroyables en dehors d'avoir lu ce livre-là. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, vous êtes passé à côté de la vie. D'ailleurs, au passage, j'ai rencontré les lecteurs de ce genre-là, ce sont les lecteurs d'Alain Damasio. Alors, je suis désolé, je suis désolé là pour le tacle, mais c'est parce que ça me passe par l'esprit. Les gens les plus comme ça que j'ai rencontrés dans la période actuelle, c'est les lecteurs d'Alain Damasio. Je ne sais pas pourquoi les lecteurs d'Alain Damasio, ils sont complètement en odeur de sainteté, ils sont en état de grâce, ils sont possédés, fanatiques. Et il y en a beaucoup comme ça qui traitent Alain Damasio comme une espèce de messie. Et si vous n'avez pas lu La Horde du Contrevent, si vous n'avez pas lu du Damasio, en gros, tout ce que vous pouvez avoir lu en dehors de ça, ce n'était qu'une vaine ébauche de ces livres à venir, de cet auteur. Et ça ne vaut rien à côté, et ça ne peut pas remplacer la lecture de Damasio, etc. J'ai rencontré, voilà, moi en tout cas, c'est l'exemple qui me vient, il y en a sans doute d'autres, hein, tous les auteurs ont leur fanatique, mais lui, ça m'a pas mal marqué, effectivement, j'ai souvent rencontré des lecteurs de Damasio, comme ça, qui avaient une façon, effectivement, assez arrogante, et oui, pourtant, on n'est pas dans des classiques, hein, on n'est pas dans des auteurs illustres, panthéonisés, etc., on est dans un truc assez récent, mais justement, ces gens-là avaient eux-mêmes une espèce de complexe d'infériorité par rapport à la littérature classique. Et justement, c'est en voyant que je ne connaissais, pauvre de moi, que la littérature des 25 derniers siècles, pauvre de moi, hein, et que j'avais le malheur de ne pas connaître cette section-là de la littérature, bah en fait, je pouvais avoir lu tout ce que je voulais avant, hein, de l'Iliade jusqu'à Belle du Seigneur, etc. Je n'avais pas lu Damasio, j'avais pas lu tel truc de SF, etc. Ah bah, de toute façon, voilà, rien ne pourrait remplacer ça, et ça ne sait, voilà. Et eux, à eux seuls, en ayant lu Damasio, limite, c'est comme s'ils avaient absorbé les 25 siècles de littérature que j'avais lu de philo, eux, en ce seul auteur, ils l'avaient limite absorbé, quoi, compensé, vous voyez, ils les avaient compensés. Bon, j'exagère un petit peu, excusez-moi, je m'amuse un petit peu avec ce truc-là, mais vraiment, ça m'a beaucoup marqué, en fait, comme ça, cette approche. Et donc, il y a toujours cette idée de compensation. Moi, j'ai peut-être pas lu ça, ça et ça et ça, mais moi, j'ai lu ça ou j'ai fait ça. Et donc, ça compense, ça vaut. Mais pourquoi être en cette attitude-là? Moi, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je suis jamais arrivé devant quelqu'un comme ça en disant bah moi j'ai peut-être pas vécu ce que tu as vécu, je suis peut-être pas allé en voyage là, j'ai peut-être pas eu tant de femmes etc d'expérience, mais moi j'ai lu ça et donc ça invalide ce que tu as vécu. C'est ça en fait la marge de trop, c'est que ça invaliderait ou ça rendrait inférieur ce que les autres ont fait. Que ce qu'on ait fait, ce qu'on ait lu effectivement vaille quelque chose et n'appartienne entre guillemets qu'à nous et qu'à ceux qui comme nous ont lu ça c'est un fait et c'est justement ce qu'il s'agit de défendre. Mais en quoi ça, forcément du coup ça devrait entrer en concurrence avec ce qu'ont fait les autres aussi frontalement. C'est un manque à gagner pour les autres. En fait tous les autres, tout ce qu'ils ont, c'est un manque à gagner. Mais ils sont allés chercher ailleurs d'autres choses. Et autrement le reste, bah, c'est tant pis pour eux, c'est un manque à gagner. Mais ils ont eu leurs propres expériences, leur propre lecture, leur propre visionnage ou je ne sais quoi. Et il y a deux domaines vraiment qui sont très très touchés par ça, qui sont vraiment dans cette surrevendication d'expérience qui compenserait en gros tous les livres du monde possible. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, vous pouvez réfléchir à tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ces gens-là, comme ils se sont illustrés dans ces deux domaines-là, c'est bon, ils ont atteint une forme de... Ils ont pris un chemin de traverse vers la sagesse, la connaissance, qui compense tous les autres. Ces deux domaines-là, c'est le voyage et la sexualité. J'ai remarqué, et avec Imric on en parlait, que c'était les deux domaines que les gens aimaient beaucoup mettre en avant, qui étaient censés en fait faire office de raccourci, de chemin de traverse, pour s'épargner, parce que c'est du boulot, donc c'est chiant, je sais pas que ça va foutre de lire des bouquins, ou de regarder des films, ou de m'intéresser aux choses où se situent directement toutes ces connaissances, mais par la sexualité, ou par les voyages, ou par les deux d'ailleurs, j'ai compensé tout ça, et finalement je veux aussi bien voir mieux que toi, et j'ai réussi à détourner ce savoir à moi. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi je suis épaté du nombre de personnes que je rencontre, vu qu'aujourd'hui la sexualité est très mise en avant par ouais mais moi de toute façon j'ai appris beaucoup sur moi et sur l'humain, et j'ai accédé à la sagesse par la sexualité. Enfin, il y a cette idée qui s'est installée, qui s'est répandue, qu'en fait on pouvait accéder en fait non seulement à sa propre profondeur intérieure, mais en fait en une sorte de connaissance humaine par la sexualité. J'apprends à me connaître et à connaître l'humain par la sexualité, par les connections, vous voyez, hein, ouais, on était connectés, hein, ça c'est les gens adorent les gens qui baissent beaucoup, ils adorent le mot connexion. Comme ils peuvent pas être amoureux de tout le monde évidemment, et que ça leur donne parfois quelques scrupules de faire ça de façon très cynique en fait, sans aucun attachement, ils vont adorer le mot connection. Ouais, mais j'avais une connection, I had a connection with him, with her, on avait une connexion ensemble, hein, vous voyez, donc on n'était pas amoureux, hein, parce qu'ils aiment pas l'amour. Ils veulent pas non plus être comme des bêtes, donc voilà, ils ont une connexion. Hein. Il faudrait m'expliquer ce que c'est qu'une connexion à un moment donné.
Alors, au passage, cette idée que la sexualité est devenue en fait une nouvelle voie vers la connaissance de soi et la connaissance du monde, limite de la sagesse, etc., eh bien, elle a été explorée par Michel Foucault, hein, le philosophe Michel Foucault, dans son Histoire de la sexualité, hein, un ouvrage resté fameux. En fait, alors, je le sais parce que Imric, du Salon 111, encore une fois, mon ami, a lu en fait le premier volume, hein, parce qu'il y en a 3, a lu le premier volume pour ses recherches, et moi je dois les lire, hein, j'ai les livres, mais je les ai pas encore lus, hein, ils sont dans ma liste, j'y arrive bientôt, mais je les ai pas encore lus. Donc vous voyez, là je vous dis une fois que rien ne peut remplacer la lecture personnelle. Moi je sais pas ce que je penserai de ce livre, je dois les lire pour voir un peu ce que je vais en retenir, mais je fais confiance à mon ami Imric qui les a lus. En plus, au passage, il m'a fait lire les extraits, donc bon, j'ai pu voir noir sur blanc, mais en tout cas, j'ai pas lu l'ouvrage global pour l'instant, vous voyez, donc je vous le dis franchement, et donc rien ne remplacera la lecture de ce livre, mais j'ai eu une forme de vulgarisation par mon ami, et en fait, c'est vrai que Foucault, il explore de façon très intéressante, bien justement, cette idée. Foucault remarque que, au fil du temps, avec l'ère moderne, la sexualité en fait est devenue un tel enjeu, une telle obsession, que s'est installée l'idée qu'on accédait à une forme de connaissance philosophique profonde, de spiritualité par la sexualité. La sexualité en fait a pris des dimensions quasi mystiques, et en fait certaines personnes en fait en font le terrain de leur exploration du monde, d'eux-mêmes, etc., et mettent beaucoup d'enjeux dessus. Et donc ça c'est très moderne apparemment, très contemporain comme approche, et Foucault avait relevé ça. Ça fait très flower power, très hippie au passage, hein. Vous voyez, hein, les hippies, hein, on voyage, on n'a pas d'attache, on est des nomades, on prend un peu de drogue, un chamanisme, etc., puis on baise, et voilà. Avec ça, on a le pacte normalement pour compenser. Les gens peuvent après faire ce qu'ils veulent, ils peuvent lire, étudier, réfléchir, travailler, tout ça. Non, nous on a fait ça, donc nous c'est bon, on est des humains on a accédé à la sagesse, à la connaissance, etc. Vous voyez, bon, on arrive un peu là-dedans, comme quoi c'est peut-être des mythes à moitié hippie ou post-68, tout ça, j'en sais un, post-années 60. Mais en tout cas, voilà, Foucault explore ça, et donc c'est intéressant, parce que vous voyez, ce que je dis là, ça a quand même un ancrage philosophique, ça a été déjà exploré, dit quelque part, ça a été remarqué que, et vous voyez, ça fait aussi très post-psychanalyse tout ça, hein, vu les enjeux mis par la psychanalyse sur la sexualité, hein, l'idée que par la sexualité, on aurait quasiment toutes nos réponses, en fait, hein, voilà, donc pourquoi en fait, faire autre chose, hein, et donc encore une fois, moi j'ai beaucoup rencontré ça, alors comme par hasard, hein, voilà, dans des milieux que j'ai côtoyés, que j'ai étudiés, hein, comme celui des camgirls. Et c'est vrai que j'ai été parmi les plus intelligentes, parce qu'il y a des filles qui sont tellement brillantes, tellement profondes spirituellement, tellement intéressantes, mais il y a toujours eu parfois, il y a souvent eu en fait ce pas de trop qui a été fait par la fille. On comprenait en fait qu'elle n'avait pas beaucoup lu, et pourquoi pas, voilà, elle avait fait d'autres choses, très bien. Mais toujours ce dérapage, en gros, de laisser entendre qu'elle avait peut-être pas lu, mais elle avait beaucoup exploré sa sexualité, qu'en gros, sous-entendu, ça en faisait une personne un peu sage et mature, un peu adulte avant l'âge, quoi. Enfin, voilà, qu'en gros, elle avait accédé en fait à la sagesse humaine par ce biais-là, et que ça la dispensait des autres biais, en fait, que ça compensait. Il y avait quand même toujours cette idée-là. Je l'ai rencontré beaucoup dans ce domaine-là aussi, et c'est assez agaçant. Je me suis dit, non, attends, meuf, c'est super, c'est très bien. Bon, écoute, je doute pas que tu as appris plein de choses par ce biais-là, et que rien ne peut remplacer ce que tu as vécu. Ça t'appartient, c'est à toi, et on ne peut pas le compenser. Par contre, va pas sous-entendre que moi, ce que j'ai lu à côté, ça ne vaut rien, juste parce que tu as fait ça, et que ça ne remplacera jamais ça. Faut pas non plus, faut pas mettre plus d'enjeux sur le truc qu'il y en a vraiment. Voilà, ça ne reste que de la sexualité, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc, vous voyez, comme quoi cette idée-là, elle fait son chemin, et qu'on la rencontre chez des gens comme ça qui mettent eux, l'enjeu de leur expérience humaine là-dedans. Eh bien, ils vont la surinvestir, et ils vont en faire une espèce de surpromotion comme ça, et beaucoup tirer leur estime d'eux-mêmes et leur grandeur intellectuelle de ça. Donc c'est là qu'ils franchissent le pas de trop. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Et donc ces gens-là aiment bien mettre en avant la sexualité ou les voyages. Les voyages, ça marche beaucoup, hein. On a ça, moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens comme ça qui voyagent beaucoup, et tant mieux pour eux, c'est excellent de voyager, hein, c'est une très belle expérience. Et encore une fois, ça n'appartient qu'à ceux qui voyagent, hein. Mais du coup, vous faire comprendre en fait que rien ne vaut les voyages, qu'il n'y a que les voyages qui font grandir, qui font apprendre la vie, qui font apprendre la réalité, qui font apprendre le monde, et que toute autre forme, et qu'en fait ça compenserait toute autre forme de connaissance, mais que réciproquement, aucune autre forme de connaissance ne peut compenser les voyages. Voilà, donc c'est toujours une façon comme ça de mettre à part un moyen de connaissance, une expérience, et bien de la mettre au-dessus de toutes les autres, et elle, de lui donner le pouvoir de compenser toutes les autres, mais de rendre les autres incapables de la compenser elle. Donc, moi j'ai voyagé, et mes voyages valent tous les livres du monde. Tu peux avoir lu tout ce que tu veux, hein. Tu vaudras pas mieux que moi humainement, en profondeur, parce que moi j'ai voyagé, moi j'ai vu la vie, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vu un lever de soleil sur le Gange, moi j'étais à Central Park pendant Noël et j'ai vu le sapin du Rockefeller Center, ouais, moi j'ai fait les Rocheuses, moi j'ai été dans les steppes, etc. Donc ils vont te sortir plein d'aventures qui sont passionnantes et qui sont extraordinaires et qui n'appartiennent qu'aux personnes qui les ont vécues. Ça, on peut pas leur reprendre ça. Mais eux vont pousser les choses jusqu'à faire comprendre que
le fait d'avoir vécu ça les dispense quasiment, d'avoir fait tout autre chose, d'avoir appris ou lu tout autre chose et qu'ils ont comme compensé tout ça par leur seul voyage. Alors, je me permets quand même de relever une petite chose que je trouve intéressante, c'est que les voyages et la sexualité ont comme point commun des expériences assez agréables. C'est marrant, hein. C'est quand même sympa de baiser, on est d'accord, hein, c'est quand même particulièrement agréable. Et puis c'est marrant, c'est à la portée du premier con. Hein. D'ailleurs, c'est parfois particulièrement à la portée des cons. Et donc, c'est marrant quand même, c'est pratique quand même. Hein, le truc qui permet d'accéder comme ça à la connaissance humaine, qui compense les livres, c'est la baise, c'est bien ça quand même. Hein. Et les voyages, c'est pareil, c'est quand même cool de voyager, on adore voyager, tout le monde, enfin beaucoup de gens aiment voyager, plus ou moins. Et c'est quand même chouette de visiter les endroits, etc. Et ça peut, attention, ça peut avoir sa part de difficulté d'adrénaline, hein, selon comment on voyage, hein, sac à dos sur tout ça, vraiment en mode routard. Il y a une forme d'adrénaline et de danger parfois, et de risque, et c'est du boulot quasiment, parce que préparer son voyage, mais quand même, voyager, c'est du kiff, c'est agréable. Alors, je dis pas que la lecture et l'art, c'est pas du kiff, c'est-à-dire, bah non, tu parles d'une drôle façon de la lecture, non, mais on est quand même d'accord que c'est, en admettant que vous avez l'argent, d'un côté pour voyager et de l'autre un minimum de succès pour baiser, baiser et voyager sont des expériences qui demandent pas forcément beaucoup, qui n'ont pas d'exigence énorme sur le plan de prérequis intellectuels et qui ne demandent pas une concentration énorme, c'est pas du boulot. Voyager, c'est du bonheur, c'est des sensations, c'est un plaisir. Et baiser, c'est pareil. La lecture, l'étude, bien sûr, ça apporte plein de plaisir, de bienfaits, ça peut être du bonheur en barre. Il y a tout ça, il y a ces formes d'euphorie. Je vous assure qu'il y a des formes de tellement de bonheur, de transport, d'émotion, de plaisir à lire et à étudier. Donc bien sûr, mais on va pas se la faire à l'envers. Il est sûr que étudier et lire, c'est un peu moins centré sur les sensations directes. On va pas dire qu'on a les mêmes sensations en lisant un livre qu'en baisant. Hein. Je sais bien qu'on peut avoir des orgasmes littéraires, enfin, faut quand même pas déconner. Et on n'a pas les mêmes sensations exactement quand on voyage, quand on lit, même si on peut avoir un livre qui nous transporte, qui nous dépayse, et vraiment ça peut être très fort en termes de sensations, mais on ne peut pas remplacer l'odeur dans l'air, les sensations, les gens qu'on croise, les souvenirs, les moments. Et vous voyez, moi du coup, très humblement, je suis en train de vous dire que la lecture ne peut pas remplacer tout ça. Ne peut pas le remplacer, il n'a pas vocation à le remplacer. C'est juste autre chose. Mais ces trucs-là vont avoir la prétention de dire qu'un livre à côté, ça ne vaut rien. C'est quand même franchir un pas. Et je trouve ça juste marrant, pratique, commode, que ces deux activités qui, soi-disant comme par hasard, sont censées compenser toutes les autres et apporter à celui qui les pratique une forme de sagesse et de connaissance et de maturité, sont deux activités quand même qui sont particulièrement agréables à faire et faciles. Voilà. Donc effectivement, j'imagine à quel point ça doit être génial de se dire, voilà, moi j'ai deux activités principales dans la vie, c'est voyager à travers le monde et puis baiser. Et bien sûr, tout cela, en fait, fait de moi un être humain absolument complet, profond et porteur d'une connaissance universelle et une grande sagesse que aucun livre au monde ne pourra remplacer et qui vaut bien tous tes livres là, et donc je vaux mieux que toi. Parce que moi j'ai voyagé, moi j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens, moi j'ai vécu. Ah, d'accord. Donc c'est censé remplacer tout ce que je connais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai moi-même expérimenté comme émotion, tout ce que j'ai ressenti, appris, lu, découvert. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, ça, voilà. Donc en fait, voyager, baiser, ça remplace le mythe de Sisyphe, ça remplace l'existentialisme, ça remplace la littérature, ça remplace la littérature romantique, ça remplace tout ce qu'on veut. Très bien, ok, ça compense. Voilà, ça compense. Donc cette histoire de compensation des savoirs, je la trouve hallucinante. Je trouve elle marche dans aucun des sens. Rien ne compense rien. Il n'y a que ce qu'on a fait, ce qu'on a lu, etc. Et on fout la paix à ce qu'on fait les autres. Pour moi, il y a la vraie loi universelle là-dedans, c'est que quand on se coupe d'un média ou quand on se coupe d'une activité, il faut prendre acte de tout ce dont ça nous prive et qu'on ne pourra pas compenser. On ne pourra pas compenser les histoires d'amour ou de sexe qu'on n'a pas eu. On ne pourra pas compenser les voyages qu'on n'a pas eu. On ne pourra pas compenser les livres qu'on n'a pas lus. On ne pourra pas compenser les films qu'on n'a pas vus, etc. Rien n'est compensable en fait. On a juste ce qu'on a. On a juste expérimenté ce qu'on a expérimenté et lu ce qu'on a lu, etc. Et plus on en a fait, mieux c'est, très bien, voilà. Mais on ne peut pas être partout déjà. C'est impossible d'être partout. Donc forcément, il faut faire des choix. Donc forcément, on va se couper d'une part des choses. Il faudra juste accepter que, bah ouais, là, désolé, je suis passé à côté. Et je n'ai rien pour compenser ça. Je peux avoir lu tous les livres que je veux. Et Dieu sait qu'on peut voyager à travers les livres. Mais je ne vais pas aller chicaner quelqu'un qui a fait plein de voyages en lui disant « Tu sais que moi, mes livres, là, ça vaut mieux que tes voyages, là. C'est bien d'avoir voyagé, hein, mais moi, j'ai lu des livres. Hein. Moi, j'ai lu Jules Verne, moi. Tour du monde en 80 jours. Hein. Donc, c'est bien sympa avec tes voyages, là. Mais moi, j'ai lu Jules Verne.
Mais n'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi, sérieux. Bah non, désolé, ça ne remplacera jamais le fait d'être allé en Inde, ça ne remplacera jamais le fait d'être allé voilà, dans un pays d'Afrique, ça ne remplacera jamais le fait d'avoir traversé l'océan Atlantique pour aller sur l'autre continent. C'est comme ça. Ça ne se remplace pas. On l'a vécu, on ne l'a pas vécu. On peut l'avoir vécu peut-être de façon romanesque, imaginaire, et ça n'appartient là encore une fois qu'à nous. La personne qui l'aura vécu en vrai n'aura jamais vécu cette expérience par l'imaginaire et vu ce que ça fait de voyager à travers les mots, etc. Donc chaque expérience vaut pour ce qu'elle vaut, et je n'aime pas ces espèces de petites rivalités un peu mesquines entre expérience et connaissance, et comme s'il y avait des compensations, des lois de compensation plus ou moins occultes, secrètes, et qui sont quand même bien commodes pour se donner le change et pour gagner sur tous les plans. Alors voilà, comme ça, moi j'ai pas ouvert un bouquin de ma vie. Par contre, qu'est-ce que j'ai voyagé et qu'est-ce que j'ai baisé? Ah, ça fait de moi un être humain qui s'est exploré, qui s'est découvert en profondeur, hein, puisqu'il a pris quelques drogues, hein, pour un peu en plus accéder à d'autres mondes, à d'autres pensées, hein, à la spiritualité, tout ça. Vous voyez, en plus, la spiritualité c'est fait. C'est marrant parce que Baudelaire réserve un sort à ces gens-là, hein, dans son livre Les paradis artificiels, que j'aime tant. Baudelaire s'en prend aux gens, justement, qui prétendent en fait accéder au monde de l'imaginaire par les drogues. Et il les accuse d'être des tricheurs et des imposteurs. Il dit que ces gens-là veulent gagner le paradis sans l'avoir mérité. Et que le monde de l'imaginaire est incompensable, justement, et n'appartient qu'aux gens qui ont de l'imagination et qui vont vers l'imagination, en lisant, en étudiant, en travaillant. Et désolé, soit vous acceptez de ne pas y participer, et pourquoi pas, mais du coup vous l'acceptez, vous passez à côté de ça, soit vous vous retroussez les manches et vous allez vers le monde de l'imagination et vous lisez. Mais c'est pas la peine d'inventer, sinon c'est ce que dit Baudelaire, des prétextes de dire ouais mais moi j'ai pris du hashish, donc j'ai accédé à des choses, à l'imaginaire, des sensations, tes bouquins pourront jamais décrire, tout ça. Mais quel est le putain de rapport en fait? C'est quoi le putain de rapport? Alors en admettant que la drogue soit une forme d'expérience à part entière, bon, on va pas faire la promotion de la drogue ici, clairement pas moi, mais en admettant que ça vaille pour expérience, les trucs chamaniques, là, les gens adorent. Parce que vous voyez, la drogue c'est trop vulgaire, hein. Donc quand les gens veulent se montrer profond que la drogue c'est ouais mais moi j'ai vu un chaman, tu vois j'ai fait du chamanisme, voilà, il m'a enseigné, tu vois, pour que ça ait un air un peu profond. Admettons que ça le soit. Baudelaire parle un peu de ça au passage. Bah désolé, ça ne compense rien. Tout ce dont vous êtes porteur, c'est de votre expérience de chamanisme, qu'effectivement je n'ai pas. Je n'ai pas fait de chamanisme, donc je n'ai pas votre expérience de chamanisme. Mais de même que moi, je ne vais pas prétendre compenser votre expérience de chamanisme, ne prétendez pas compenser tout ce que j'ai lu par votre expérience. Ne prétendez pas compenser tout ce que je sais sur l'amour par tous les traités, les romans que j'ai lus, parce que je sais des choses sur l'amour. Juste parce que vous avez eu des histoires que vous avez baisées. C'est deux choses différentes. Et moi-même, les propres histoires que j'ai vécues et mes propres relations, elles ne compensent même pas ce que j'ai lu. C'est des choses qui ne se compensent pas. J'ai pas eu la sensation de me dire ah ouais putain, lui lire mes bouquins, si j'ai vu ces relations-là, en fait, ben non, parce que c'est différent en fait, c'est sur des plans différents. Donc il faut vraiment sortir de ce truc-là, c'est insupportable. Et au nom de ça, du coup, c'est d'autant plus au nom de ça que je peux dire oui, il faut lire dans certains cas. Parce qu'il n'y a pas de compensation à la lecture. Donc soit vous prenez acte que vous ne lisez pas et que du coup vous passez à côté de plein de choses que lire permet et implique, soit si vous les voulez vraiment, vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce livre, vous voulez pouvoir dire que vous connaissez le contenu de ce livre, vous voulez pouvoir parler de ce livre, vous voulez accéder à cette connaissance-là, il ne va pas y avoir le choix. Vous prenez le bouquin, vous vous posez, vous le lisez. Autrement, vous n'aurez accès qu'à des idées secondaires, indirectes, rapportées, du discours rapporté, à de la vulgarisation, et ça ne remplacera jamais le livre. Et donc ça compte pas, en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous, ce que vous avez fait de côté, ne compte pas. Juste que vous ne pouvez pas compenser avec ce que vous avez fait les choses que vous n'avez pas faites. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'y crois pas à ça. Je n'y crois pas. Il faut juste faire ce qu'on aime, ce qui nous inspire, aller vers les choses auxquelles on croit et auxquelles on adhère, qui vont nous apporter, nous, notre part de connaissances et d'expériences qui valent quelque chose, mais ne pas aller chicaner les autres. Si on est si insécure avec nous, dans ce cas, c'est notre problème de dire « Ah, quand même, je me sens un peu limité, ouais, j'ai l'impression que je ne connais pas tant de choses que ça. » Ça, c'est vos insécurités, c'est vos complexes d'infériorité, mais venez pas réduire ce qu'ont fait les autres pour vous rassurer, vous. Si vous êtes si sûr de vous par rapport à ce que vous avez vécu, prenez-le juste pour ce que c'est. Vous avez beaucoup voyagé? Eh bien, vous êtes seulement quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup lu? Vous êtes seulement quelqu'un qui a beaucoup lu. Vous avez beaucoup baisé? Vous êtes seulement quelqu'un qui a beaucoup baisé. Ça ne dit rien d'autre de votre connaissance des choses. C'est pas parce que vous avez eu plein de femmes dans votre vie que vous êtes un expert en amour. C'est pas parce que vous avez beaucoup voyagé que vous avez accédé à une sagesse universelle, vous avez débloqué les 7 piliers de la sagesse, pour citer le livre de Lawrence d'Arabie, hein, les 7 piliers de la sagesse. C'est pas comme ça que ça marche. Et on ne peut pas être bon partout. Voilà. Donc, on a chacun nos domaines d'intérêt, de curiosité, c'est là qu'on va, c'est comme ça qu'on expérimente les choses, c'est comme ça effectivement qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à connaître le monde, qu'on développe une forme de sagesse qui nous est propre, mais qu'on foute la paix aux autres gens qui passent par d'autres biais. Foutons-nous la paix les uns aux autres et respectons les domaines des autres et tout se passera bien. Et donc moi j'essaie de... Je pense que je fais pas trop chier les gens qui lisent pas,
Pourtant, Dieu sait que je donne de la valeur à la littérature, à la philosophie, et je trouve qu'effectivement, on sent qu'on est dans un monde qui ne lit pas assez, et que je pense que ça crée un manque à gagner, que ça fait du tort, mais même si c'est ce que je ressens, je vais pas aller chicaner les gens, et en fait, ce n'est qu'un manque à gagner. Je peux juste te dire, ah c'est bien, tu as lu, tu as voyagé, enfin c'est bien, tu as voyagé, tu as fait ça. Tiens, tu pourrais aussi lire ça, ça ajouterait quelque chose. Mais en revanche, le fait de ne pas avoir lu ça n'enlève rien à ce que tu as fait. Vous voyez, ça n'enlève rien, ne peut rien enlever à ce qu'on a fait. Par contre, on peut toujours ajouter. Voilà, donc finalement, ce qui se joue là, c'est l'éternel débat entre la théorie et l'empirisme. Hein, voilà. Et puis évidemment, on est dans une époque très pragmatique, hein, le positivisme, tout ça, donc le 2 plus 2 égale 4, hein, tout ça, donc l'exactitude, la science, les résultats, le rendement, les mathématiques, le profit, etc. Donc on est évidemment dans ces logiques-là. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué, évidemment, de comprendre en fait que l'expérience ne vaille pas tout et qu'on peut passer par d'autres biais. Donc c'est pour ça que l'expérience peut être assez agressive vis-à-vis de la connaissance en la traitant comme une chose un petit peu abstraite, un petit peu et coupée du réel et qui ne vaut rien et qui peut être compensable par toute forme d'expérience. Ben non, désolé. Voilà, c'est ce qui me venait à l'esprit en fait sur la question faut-il lire? Pourquoi? Oui. Hein, en quoi, rien ne remplacera la lecture. Et en même temps, lire n'est pas non plus une obligation. Vous voyez, pour moi, les deux avis ne sont pas du tout inconciliables. Normalement, il me semble que si je ne me suis pas trop mal débrouillé, mes deux vidéos ne se contredisent pas en fait. Au fond, elles disent la même chose. Seulement, elles ont pris les deux angles en fait opposés, mais qui se réunissent en fait au milieu et qui renvoient à la même idée. Hein. Mais les deux points de vue ne s'opposent pas, se complètent. Et voilà, donc je maintiens mon point de vue de la première vidéo, mais je le complète avec celle-ci, ça me tenait à cœur, parce que quand même, j'aime beaucoup la littérature et je crois beaucoup en ses vertus, et donc je me sentais quand même un peu mal d'avoir quand même fait une vidéo où je disais, bah non, faut pas lire. Évidemment que non, dans l'absolu, faut pas lire, je maintiens, j'aime pas l'impératif avec ça, mais je tenais quand même à faire une vidéo où je montre en quoi, bah si, désolé, à un moment donné, si vous voulez accéder à certaines choses, il n'y a pas le choix, il faut lire, et ceux qui n'ont pas lu, bah désolé, il va falloir accepter que vous êtes coupé de ces choses-là et que rien ne pourra jamais les remplacer. Et vous ne pourrez jamais remplacer les lectures avec de la vulgarisation, ça ne restera que de la vulgarisation. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je ne vais pas dire vidéo parce que c'est pas vraiment une vidéo, c'est plutôt un podcast. Voilà, en espérant que ça vous a plu, que le format ne vous a pas trop dérangé, voire vous a plu aussi. Peut-être que ça vous plaît, hein, ça se trouve en fait, peut-être on tient un nouveau format, hein, peut-être que le podcast est peut-être l'avenir de la chaîne. J'avoue que c'est pas désagréable à faire parce que je suis vraiment concentré sur ce que je dis et j'ai pas besoin de gérer le côté vidéo, tout ça. Donc c'est même le montage comme ça, c'est plutôt agréable à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner mon avis sur ce format-là déjà, si ça vous va, si c'est supportable pour vous, si vous arrivez à vous concentrer, à apprécier le contenu. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis aussi évidemment sur ce qui a été dit ici. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous dire à la prochaine bien sûr. Hein. Merci de votre écoute, encore une fois, de votre présence. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut les happy few.